Bonjour Carole, bonjour Bruno. C'est un grand plaisir de vous recevoir ici au Musée des métiers d'art du Québec et également d'échanger avec vous sur cette merveilleuse exposition Histoire entrelacée. Donc on se trouve ici dans le cœur du musée, donc juste devant ta rétrospective, Carole, qu'on a le plaisir d'apprécier jusqu'au 2 mars 2022. Bruno, tu as travaillé en étroite collaboration avec Carole, tu es le commissaire de cette exposition qu'on a la chance d'apprécier en nos murs. Donc on a reçu énormément de questions sur cette exposition, donc je vais commencer dans le vif du sujet. On va commencer par le commencement. Carole, dans ta rétrospective poétique et intime, on retrouve ce fil rouge qui te suit depuis les débuts, le verre. Comment ce matériau a-t-il pris une place aussi importante dans ton travail? Oui, disons qu'il a toujours eu cette place-là puisque j'ai débuté comme artiste du verre. Donc, c'est le matériel qui a supporté ma pratique depuis les 25 dernières années. Et donc, parce que j'ai étudié dans ce domaine-là, j'ai découvert toutes les possibilités, les facettes, une matière fascinante à travailler. J'ai souhaité continuer. C'est plutôt les autres techniques qui se sont greffées au verre, donc le cuivre, les plaquages, le tricot, mais le verre était vraiment là dès le début. Oui, parce que c'est ça, tu utilises des techniques assez spécifiques comme le thermoformage, l'électroformage du cuivre sur verre. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus de ces technologies qui nous rapprochent un peu plus de tes œuvres finalement? J'ai toujours aimé essayer de combiner les techniques. Je suis rarement satisfaite par une technique et je suis un petit côté chercheur. J'aime la chimie, la bio, des choses comme ça. Alors pour moi, c'était le plaisir de travailler avec de l'électricité, de la chimie. Alors le plaquage de cuivre, on avait eu une initiation à l'école Espace Vert, donc je savais un petit peu, mais j'ai tellement aimé ça que j'ai voulu poursuivre. Donc ça impliquait d'acheter les équipements de plaquage. Donc on a une pièce en verre qu'on prépare avec une peinture conductive qu'on met dans un bain et là, il y a un plaquage qui se fait. Donc, au fil des années, j'ai perfectionné cette technique. D'accord. Et Bruno, toi aussi, tu es un artiste du verre. Comment tu pourrais parler du travail de Carole? Comment il se distingue finalement des autres artistes du verre selon toi? Ben, à plusieurs niveaux. Entre autres par la combinaison des différentes techniques que Carole peut faire, c'est-à-dire qu'elle va... des fois, les verriers ont tendance à se spécialiser. Comme moi, je suis vraiment souffleur de verre. C'est ça mon métier. J'ai été formé à Espace Vert comme Carole. J'ai appris à faire de la pâte de verre, le thermoformage, un paquet de techniques. Mais moi, je me suis spécialisé dans le verre soufflé. C'est mon métier. Moi, j'ai une vision plus métier de la pratique du verre d'une certaine façon, plus artisanale, alors que Carole a une vision peut-être plus artistique. Puis, au lieu de développer, dans le sens de développer un métier, de devenir souffleur de verre ou sculptrice, là, mais sculptrice, c'est un terme plus général peut-être, là, mais dans le sens qu'elle va vraiment mêler différentes pratiques, différentes techniques ensemble pour arriver à un résultat. Elle peut, par exemple, souffler une pièce, ensuite elle va la thermoformer, la mouler, elle va faire d'autres éléments en pâte de verre qu'elle va venir fusionner. Il y a souvent plusieurs cuissons. Un aspect un peu éclectique. Oui, éclectique, puis aussi qui demande aussi du travail dans plusieurs ateliers. C'est-à-dire qu'elle a besoin d'un atelier spécialisé de verre soufflé pour produire des objets en verre soufflé, mais il faut après ça qu'elle prenne ses pièces, qu'elle les emmène dans son atelier à elle ou dans un autre atelier pour être capable de les transformer. Il y a vraiment... Fait que c'est assez ambitieux puis complexe. Puis voilà, je pense que... Okay. Donc, elle se démarque là, au niveau, évidemment, de sa pratique, puis de son esthétique et tout ça, mais puis à travers ça, ça l'a amené aussi à développer des techniques de travail aussi particulières, là, aussi, là, qui sortent de l'ordinaire, parce que même des techniques aussi d'électroplaquage, électroformage, c'est beaucoup des techniques qui sont utilisées en très grande industrie aussi pour faire des trucs industriels, tout ça, puis elle l'utilise de manière artisanale, donc voilà, il y a, au-delà de l'expression artistique, il y a énormément de recherche puis de développement technique.
puis qui fait aussi pour moi partie de son langage aussi. C'est-à-dire qu'on peut parler au niveau symbolique des chaises, des échelles et tout ça, mais des fois c'est peut-être plus difficile pour quelqu'un qui n'a pas le point de vue technique, mais moi avec l'expérience que j'ai, quand je regarde les pièces de Carole, au-delà de ce que ça me peut faire au niveau de l'esthétique, les émotions et tout ça, mais moi il y a tout, il y a tout un langage, la technique qui est là aussi que... Ouais, voilà. Et je voulais savoir comment est née cette collaboration qui a donné naissance à cette exposition. C'est moi qui réponds? Oui, mais je vais commencer. Là, mais... C'est toi que... Ben, moi, je connais le travail. En fait, je connais Carole depuis... On a étudié ensemble dans les années 90, à la fin des années 90, à Espace Vert. Elle était un an plus vieille que moi dans le programme, puis elle me regardait un peu de haut. Là. Ouais. Elle a fait des études en design. Moi, j'étais un peu plus tripeux dans ce temps-là, et puis elle trouvait que je n'étais pas sérieux. Elle avait raison. Non, ben, ce que je veux dire, c'est que je connais le travail de Carole depuis longtemps. Et puis, je trouvais que le travail de Carole n'était pas très connu au Québec, mais je savais qu'il était très répandu, très bien distribué aux États-Unis. Et c'est Perrette, en fait, la directrice du musée, qui m'avait demandé, en fait, on a un espace là, pour présenter une exposition, c'était pas prévu. As-tu une idée de un artiste qui pourrait... Puis je pense que sur le coup, là, j'ai tout de suite, là, je me disais, ah oui, il y aurait Carole Frèvre, là. Je pense que ça serait... Et surtout que j'avais vu ton exposition à Espace Vert aussi avec le jeu sur l'électronique. Et puis moi, ça m'a vraiment fait triper quand j'avais vu ça. Puis au départ, je m'étais dit, oui, on va exposer Carole puis ses trucs électroniques. Là, je savais que c'était des pièces de recherche, donc qu'elle devait encore les avoir. Alors qu'elle a tendance à tout vendre ce qu'elle fait normalement. Là, je me disais, au moins, ces pièces-là vont probablement être disponibles. Donc, on a organisé une visite à l'atelier de Carole avec Perrette, puis Perrette a vu le potentiel, et là, la décision, en fait, s'est prise de se dire, c'est trop hot pour qu'on fasse une petite exposition de 2 semaines. On va faire une exposition majeure, et moi, je trouvais que ça tombait vraiment bien, parce que c'est la première exposition qui avait lieu après la réouverture du musée sous son nouveau nom. Puis là, c'était l'idée de marquer le coup avec quelqu'un qui pouvait représenter les ambitions du musée, d'être ancré dans les métiers d'art actuels. Puis je trouvais que Carole, c'est un beau cas d'étude là, pour... OK, donc c'est beaucoup en particulier donc, cette idée. Ouais. Alors, quand on arrive dans l'exposition, on voit qu'elle est divisée en 4 thèmes, donc ange, récit, protection et duo. Donc, pourquoi ces 4 thèmes? Mais quand l'exposition s'est mise à évoluer, à prendre des ampleurs, puis là, on voit ça devenait une rétrospective. Moi, j'ai dû faire une forme de travail, de dire, mais qu'est-ce qui lie tout ça? Parce que j'ai des pièces au cours des années, mais comment créer quelque chose lisible ou compréhensible, comment faire comprendre mon travail. Alors, c'est là que j'ai réussi à isoler certains thèmes, dire « Ah, mais ces thèmes sont récurrents. » Je ne les utilise pas toujours, mais tout à coup, ils reviennent après 5 ans. Ou de là, le titre, il s'entrelace au cours des années. Et j'ai un petit côté, moi, pédagogique. J'aime, quand on voit une exposition, qu'on puisse aussi apprendre. Alors, de là, de dire... Bon, mais ces thèmes-là, on va les mettre en ordre chronologique pour suivre l'évolution d'une idée à travers les années. C'est un peu pour faire comprendre aussi le processus créatif. Donc, à chaque thème, on recommence au début, puis on arrive à aujourd'hui. Alors, il y a aussi le plaisir de voir l'idée évoluer. OK. Et ça me fait penser, cette idée, finalement, de labyrinthe qu'on retrouve dans la scénographie. Cette idée, elle a germé pendant la construction... la scéno, comment elle a apparu cette idée, ou elle a été plutôt reprise à travers tes œuvres? Bien, c'est inspiré, le fait que dernièrement, c'était dans les labyrinthes. Ouais. Là, c'est en discussion de groupe, on se réunissait assez régulièrement. C'était quand même une exposition qui a demandé beaucoup de rencontres, beaucoup de discussions. Puis là, on était ensemble avec Véronique, la responsable de l'exposition et scénographe. Puis moi, en tout cas, c'était la première fois que j'étais face à ce
problématique-là de comment on organise des œuvres dans un espace. Alors moi, ça me paraissait, mais comment on fait? Comment? J'avais besoin qu'on trouve un lien. Fait que là, on a discuté, puis ensemble, on a trouvé que l'idée du labyrinthe pouvait permettre une déambulation avec un genre de rappel symbolique. Alors que les gens le voient ou pas, c'est pas si grave, mais pour moi, ça nous a permis de mettre en forme l'exposition. Sinon, comment on prend une décision de scénographie? Je veux dire, tout est possible, alors qu'est-ce qu'on fait? Ah ouais. Et justement, Bruno, en tant que commissaire d'exposition, quels ont été les enjeux pour toi pour cette scénographie? Donc, voilà, l'idée du labyrinthe est arrivée après les discussions. Comment tu voyais un petit peu la construction de cette expo? Ben, le motif du labyrinthe, moi, j'ai vraiment trouvé que c'était bon dans la mesure où Carole produit des labyrinthes, là, donc c'est un motif là, qui est présent dans son œuvre. Mais au-delà de ça aussi, je trouvais que le thème du labyrinthe aussi, là, je reviens là-dessus, mais c'est que dans le travail de Carole, il y a beaucoup de travail d'introspection sur la mémoire et tout ça. Et puis, tu sais, le processus de la mémoire, c'est particulier parce que la mémoire, on crée nos propres mémoires jusqu'à un certain point, là. Il y a toujours un lien avec le réel, mais entre autres, la psychanalyse a démontré que la mémoire, c'est un principe organique. Des fois, on se constitue des mémoires et tout ça. Donc, c'est un processus assez complexe, même de revenir en arrière, là. C'est pas linéaire. Et puis... Oui, parce que c'est ça, il y a un peu cette idée où on se perd un petit peu dans les recoins, on revient dans le chemin. Oui, c'est ça, exactement. Oui, puis je pense que Carole aussi, quand elle fait des rétrospections et puis qu'elle utilise sa mémoire pour construire des histoires qui vont au-delà peut-être de son souvenir pour... donc, je trouvais que l'idée de faire correspondre là, la scénographie avec le thème du labyrinthe, et aussi au niveau de la recherche, parce qu'il y a notre mémoire individuelle, mais il y a aussi la mémoire collective, hein, les archétypes et tout ça. Et le symbole du labyrinthe, c'est un symbole qui est très ancien. En fait, même on retrouve des roches gravées du Paléolithique où il y avait des motifs, là, c'est visiblement, les gens dessinaient des labyrinthes, les Celtes aussi, là, tout était très entrelacé. Puis, donc, il y a l'idée que le labyrinthe, puis je trouvais que les archétypes qui ressortaient qui étaient des motifs très personnels à Carole, mais moi, pour moi, dans une vision psychanalytique où là, le labyrinthe fait partie de la conscience humaine depuis très longtemps, et puis là, je trouvais vraiment que c'était intéressant de voir qu'elle explorait ses propres expériences, puis son soi, mais qu'à travers ça, il y avait des motifs qui, inconsciemment en tout cas, ouais, c'est ça, nous rejoignent tous, là, donc... fait que c'est là que je trouvais que le labyrinthe était intéressant, puis je suis content que ça ait fait partie de la scénographie, mais pour revenir à ta question, moi, je voulais que Carole puisse raconter ses histoires aussi, parce que dans ses œuvres, là, il y a des chaises, il y a des échelles, il y a des motifs, on les voit, puis... Mais Carole est toujours comme elle se dévoile, puis toujours un peu voilée en même temps. Et puis moi, mon idée, c'était moi-même d'apprendre un peu à avoir les clés de lecture pour que, donc... je lui demandais de se s'ouvrir puis de donner ses secrets jusqu'à un certain point, mais c'était aussi l'idée de donner au public aussi certaines clés de lecture, mais pas au point que ça les empêche eux après de pouvoir se projeter dans l'exposition. Fait que ma première motivation pour l'exposition, c'est que je voulais vraiment que Carole soit contente de son expo. C'était vraiment... au départ, pour moi, c'était ça que le musée, évidemment, là, mais... ouais, c'est ça. Puis... bien, l'esprit, enfin, du moins, l'identité de tes œuvres. Oui, c'est ça. Ben, pour moi, on a toujours eu... c'est très important, là. Je suis pas arrivé avec une vision commissariale que j'aurais pu vouloir imposer, par exemple. Là. Ça a toujours été un processus de dialogue où on parlait, puis après ça, on redirigeait, comme elle dit, il y a beaucoup de discussions.
On n'a pas pris beaucoup de temps au téléphone à discuter, à s'échanger des textes et tout ça. Puis je pense qu'on a réussi à construire de quoi là, qui était à la fois accessible. Là, puis, oui, c'est ça, parce que peut-être un commissaire habituellement va peut-être contacter l'artiste, mais après ça, faire un choix d'œuvre. Donc là, on a vraiment été beaucoup plus organique, plus fluide, un travail d'équipe. Oui, c'est ça. Avec le musée, Bruno, moi, ça a été un travail d'équipe. Oui, c'est ça. Processus horizontal avec l'artiste au centre, là, mais puis Carole, je pense qu'elle est contente, moi je suis content, en bout de ligne, voilà. En résumé. Super, et tu parles de clés de lecture, et on a une question qui est beaucoup revenue, c'est le symbole de la chaise qu'on retrouve dans beaucoup de tes œuvres. Qu'est-ce qu'elle symbolise, cette chaise? Et ce qui est particulier pour moi, c'est de réaliser qu'elle est depuis le tout début. La première œuvre qui est exposée au musée Souvenir de mon grand-père, il y a déjà une chaise berçante qui, pour moi, représente mon grand-père. Alors ça, c'est arrivé d'une façon un peu inconsciente. Je bâtis mon idée et j'ai une chaise qui apparaît, c'est mon grand-père. Alors, c'est comme si, depuis ce temps-là, la chaise représente une présence. Parce que je ne suis pas du genre à faire des personnages. Je fais du figuratif dans le sens qu'on reconnaît les éléments, chaise, échelle, balançoire, mais jamais une personne dans mes œuvres. Alors la chaise est cette personne-là. Elle représente la personne qui va peut-être venir s'asseoir, ou la personne qui est partie, ou la personne qui communique, parce que souvent l'orientation des chaises est importante. Est-ce que les chaises se font face? Est-ce qu'elles se font dos? Est-ce qu'elles cherchent à se trouver? Est-ce qu'elles sont séparées par une paroi? Alors on parle de communication, de non-communication. Alors les chaises sont des pistes pour, encore là, déchiffrer un peu une forme d'action. Une action passive, je ne sais pas si on peut parler d'une sorte de tension peut-être. L'action n'a pas lieu, mais a peut-être eu lieu ou va avoir lieu. D'accord. Et tu parles justement de l'œuvre qui se trouve derrière toi, donc Souvenir de mon grand-père, la première œuvre qu'on aperçoit avant de rentrer dans l'exposition. Ça a été ton choix de la placer ici ou celle de Bruno? Et pourquoi cette œuvre-là? Est-ce qu'elle représente vraiment un petit peu ton univers? Bien, c'est en partie parce que moi j'y tenais beaucoup, parce que c'est la première. C'est la première œuvre professionnelle et avec du recul, moi, ce qui m'a tellement surpris, c'est que tout est déjà là. J'ai mon verre soufflé qui a été thermoformé. J'ai la chaise de cuivre, donc on est dans le plaquage de cuivre, et il y a l'idée de raconter une histoire. C'est comme si déjà j'avais commencé à poser les petits les cailloux de ma pratique. Parce qu'après ça, je suis toujours revenue à ce que j'avais un peu exprimé à ce moment-là. Alors, c'est vraiment une pièce qui... Tu sors, c'est ta première pièce professionnelle, puis finalement, c'est quand même agréable de l'aimer encore. Oui, ok, je comprends bien. Je vais parler de quelque chose d'assez d'actualité, l'épidémie de coronavirus. On sait que dans ta section Ange, voilà, ça t'a beaucoup touché. Et comment finalement ton travail, tes œuvres t'ont permis de surmonter cette période un peu compliquée? Comment l'as-tu vécu finalement? C'est ça, ça a été une période difficile parce qu'en plus, nous, l'exposition a été retardée à cause de la pandémie. Au moment où on était en train de penser de faire l'exposition, tout fermait. Alors, c'est un petit peu un vide, hein, ça crée un vide. Et au même moment, moi, j'avais mon atelier fermait ses portes. Il y a beaucoup de choses de bouleversement professionnel en même temps. C'était un peu parti. Je savais plus trop quoi faire. Puis là, on a commencé à parler dans les journaux des anges gardiens. Alors, j'ai dit, « Oh, l'ange revient d'actualité. On parle encore des anges. » Et j'avais quelques anges chez moi. Et j'ai dit, « Et si je me remettais à tricoter pendant cette période-là, justement, où on est enfermé? » Alors, c'est pour ça qu'il y a un ange qui a des longues manches, parce que ça représente les jours qui passent, mais qui n'en finissent plus. Alors, c'est une façon d'exprimer des émotions que je vivais pendant cette pandémie. Et aussi l'autre pièce qui est vraiment Partie sans adieu, qui est la tristesse de tout ce qu'on a entendu parler au sujet des personnes âgées qui décédaient ou les personnes seules. C'est ça, l'ange devenait un support pour l'émotion, pour exprimer une certaine tristesse. D'accord. Okay. Je pense assez collective, on peut dire. C'est pas un problème personnel. Tout à fait. Donc finalement, l'art t'a permis
voilà, d'exprimer un petit peu voilà, ce qui se passait à ce moment-là. Ça t'a finalement aidé pour, dans ces périodes ou... Bien, ça aide dans le sens où quand on est en métier art, on a besoin de faire. Alors, quand on ne fait pas, moi, il y a une forme d'inutilité de mais qu'est-ce que je fais de ma vie, où je m'en vais. En tout cas, dans mon cas, je remets tout en question. Est-ce que je continue puisque je n'arrive plus à faire? Qu'est-ce qu'on fait dans ces moments-là? Alors, l'exposition, j'ai profité de cette exposition-là pour me pousser à dire, je vais faire 2 autres œuvres pour l'exposition. Ah, ça m'a aidé pendant que je tricotais, ça allait bien. Donc... je vais parler un petit peu de technique parce que tu as changé de technique, tu faisais du verre soufflé thermoformé, tu as changé donc, de technique. Oui. Pourquoi finalement? Pourquoi? Il y a un moment qu'on a l'impression d'avoir fait le tour. Quand ça fait une dizaine d'années qu'on travaille avec une technique, il y a les idées qui évoluent, puis on dirait que la technique n'arrive plus à supporter. Tu ne peux plus utiliser cette technique-là pour exprimer certaines idées. Puis là, je commençais à avoir envie, cette idée de boîte, de format, de contenant, mais en forme de boîte. Alors, le verre soufflé, on est dans la rondeur. C'est un peu contre la technique d'essayer de faire des carrés avec du verre soufflé. Alors, j'ai décidé de replonger dans une technique que je n'avais pas utilisée depuis peut-être 15 ans et de dire, bon, mais je vais faire la technique, c'est des cires, qu'on appelle technique verre coulé dans la cire, avec cire perdue. Donc, on travaille. Alors, au lieu d'être dans l'action, il y a aussi c'est qu'au lieu d'être dans un atelier de verre à chaud et de voir tout faire de façon assez instantanée, la cire permet de s'asseoir tranquillement, de peut-être pousser un peu plus au niveau des détails, parce que c'est un autre travail qui est... On est plus peut-être du côté sculpture, quand on travaille une cire. Alors, ça permet des choses plus maîtrisées au niveau formel, en tout cas dans mon cas, puisque je ne suis pas un très bon souffleur de verre. OK. Alors toi, Carole, tu es plutôt, on va dire, dans la pratique, et Bruno, plus dans la théorie, on va dire. Est-ce que tu te retrouves bien dans ce rôle de commissaire d'exposition? Ben oui, parce qu'en fait, j'ai commencé mes études, moi, en anthropologie, là, au début de la vingtaine, puis je vais aller rapidement, mais j'ai découvert le verre soufflé, puis j'ai abandonné mes études universitaires pour devenir souffleur de verre. Oui. J'ai fait ça pendant une dizaine d'années à temps plein, puis je suis retourné après ça pour faire une maîtrise, puis un doctorat en histoire de l'art. Mais pour moi, tout ça est assez lié, en fait, en bout de ligne, parce que intellectuellement, souvent, je travaille comme un artisan, c'est-à-dire que pour moi, la méthode de production, que ce soit un texte, par exemple, un catalogue ou une exposition, c'est comme tu ne changes pas le mode de production pendant que tu produis, par exemple. Ça, c'est quelque chose que tu apprends dans l'atelier, là, donc l'idée de la méthode aussi. Puis je conçois un projet comme ça de la même façon que je vais concevoir un objet. Il faut qu'il soit équilibré. Mais ce que j'ai appris comme artisan m'aide beaucoup comme intellectuel. Puis d'un autre côté, un peu comme je disais tantôt, le fait que moi, je sois moi-même artisan, comme Carole, par exemple, quand on revenait sur sa carrière et tout ça, on a participé, par exemple, aux mêmes expositions à un certain moment donné. Donc, elle avait oublié des choses que moi j'ai dit, justement par rapport à la mémoire. Elle me dit, il me semble que ça s'est passé dans telle galerie. J'étais comme, non, je me souviens, puis on était à l'autre galerie, puis finalement, ça pouvait être moi ou elle qui était dans le champ, mais en bout de ligne, on réalisait que... Puis, le fait que je connaisse bien les techniques, etc., comme je dis, quand je regarde un objet, moi... je peux l'apprécier pour ses qualités symboliques, l'iconographie et tout ça, parce que j'ai appris à faire ça, mais mon premier réflexe, c'est de vouloir prendre l'objet, puis regarder en dessous, voir si... puis je le comprends techniquement aussi, là, dès que tu vas dire, mais pourquoi qu'elle aurait pu choisir telle façon, pourquoi que là, elle a utilisé tel truc pour... Mais ça prend un point de vue d'artisan, c'est-à-dire que souvent les artisans vont voir même les œuvres d'art,
puis ils vont dire oui, mais c'est mal fait, c'est pas bon, par exemple. Parce qu'on a vraiment un point de vue de technicien. Fait que là, moi, je suis capable de balancer un peu les deux. Je peux dire oui, mal fait, mais elle exprime des idées qui sont importantes ou au contraire, peut-être que l'œuvre, elle est très bien faite. C'est pour ça que c'est un bel objet d'art, tu sais. Elle veut rien dire, mais il y a des belles formes, il y a des belles couleurs. Pour moi, j'ai pas une vision hiérarchique de l'art. Pour moi, un bel objet d'artisanat bien fait ou une œuvre d'art, situés dans leur contexte respectif, ils font du sens, ils servent à quelque chose. Donc, c'est ce que je dirais. Pour moi, il n'y a pas de... Je me sens à l'aise quand même comme... j'ai pas voulu devenir historien de l'art ni commissaire d'exposition. Quand j'étais jeune, je voulais devenir archéologue. Là. Après ça a été... maintenant, je fais de l'ethno-archéologie, fait que là, je reviens en mêlant tout ça avec le verre. J'ai l'impression, des fois, l'autre fois, je me disais justement, j'ai vraiment raté ma vie. Parce que je suis dans l'ethno, c'est ça que j'ai voulu faire depuis le départ. Mais non, mais je me suis senti à l'aise. Puis comme je disais aussi, pour moi, c'est beaucoup de développer la façon, le processus, de développer une relation avec Carole, aussi d'apprendre à connaître Carole, que je connais depuis longtemps, mais on n'a jamais été très proches, là, je veux dire, personnellement. Là, ça m'a permis de connaître plus aussi comment elle pense et tout ça. C'est plus une collègue de travail pendant 20 ans. Et puis moi, pour moi, c'était le fun. C'est ça, là. Le contexte est un peu difficile aussi, là, avec la pandémie, etc., et tout ça. Puis là, je trouvais que ça tombait à un bon moment. Donc, j'ai souvent, des fois, j'ai toujours le sentiment, en fait, d'être le complexe de l'imposteur, là. J'ai toujours l'impression, dans le monde des historiens d'art, je suis l'artisan. Puis dans le monde des artisans, ben là, je suis l'intellectuel. Et puis, ben ça me dérange pas. Donc finalement, vous trouvez bien dans ce... Ouais, je me dis, bon, ben c'est ça. Là, moi, j'ai différents intérêts que je mêle. Et puis après, tout vient un peu mais on peut quand même mêlé, dire que, comme commissaire, tu as développé une spécialité métier d'art. Oui, aussi. Tu étudies l'histoire de l'art, mais en faisant un choix, une forme de spécialisation. Donc, ça effectivement. Te rend unique. Oui, aussi, parce que souvent, les gens qui commencent en histoire de l'art, aussi, qui commencent jeunes, vont être formés beaucoup par leurs professeurs et qui vont les emmener à développer certains sujets de recherche. Moi, j'ai eu à me battre pour... par exemple, à l'Université de Montréal, ils n'ont pas voulu accepter mon sujet de maîtrise, qui était l'étude de l'histoire du verre soufflé au Québec. Ils m'ont dit qu'il fallait que j'aille en anthropologie parce que c'était de l'étude de la culture matérielle, et c'était pas du niveau de l'histoire de l'art. Okay. Il a fallu que je change d'université pour être capable de faire... mais moi, j'avais un sujet en tête, c'est-à-dire que je voulais étudier les métiers d'art, l'histoire, et puis là, j'arrivais... des professeurs qui veulent des étudiants plus malléables. Moi, c'est sûr que j'avais... mais j'ai rencontré des gens qui m'ont soutenu et tout ça. Fait que oui, j'ai développé une expertise, là. Ça vous a permis d'explorer aussi d'autres domaines, pas forcément dans la pratique, mais... oui, puis comprendre plus aussi, même moi, ce que je faisais, parce que, un peu comme Carole aussi, qui... après 20 ans de pratique, d'avoir fait ci, fait ça, là, le marché change. Et puis un artiste est toujours obligé de... comment je pourrais dire? C'est comme dans la nature, là. Si tu t'adaptes pas, tu vas mourir, là. Darwin... les plus forts, c'est pas ceux qui dominent les autres, c'est ceux qui sont capables de se débrouiller quand l'environnement change aussi. Et puis, moi, à une certaine époque, je vendais, j'avais beaucoup de succès mes pièces dans le monde du design. Je vendais mes pièces dans des événements métiers d'art. J'avais des pièces en galerie. Et puis là, je savais plus trop je me disais, il faut que je fasse un choix. Quand j'allais dans des shows de design, il fallait que j'aille une carte qui soit écrite Bruno Andrus, designer. Parce que si c'était artisan verrier, j'étais comme pas... Alors que quand j'allais au Salon des métiers d'art, si ma carte d'affaires c'était designer, là, ça marchait pas, il fallait que je sois un artisan au Salon des métiers d'art. Mais moi, je fonctionnais dans plusieurs domaines, puis je savais plus ce que je faisais. Je suis artisan... Et moi, mon réflexe à ce moment-là, c'est là que j'ai mis la production de côté, puis je suis allé faire ma maîtrise en histoire de l'art, parce que là, je voulais comprendre
D'accord. C'était quoi la différence entre l'art, le design? Ok. Et puis moi, ça prend m'a... du temps finalement, tout ça, de se connaître. Ouais, c'est ça, c'est que... C'est là que... Je pense que l'exposition est arrivée à un moment aussi où tu étais plus dans un mode expérimental aussi, d'exploration, d'essayer de retrouver un fil. Pourquoi? Pourquoi on fait ça? Pourquoi? Mais c'est ça, c'était exactement. Moi, je me suis posé la même. Moi, ça m'a amené à faire un détour par l'université. Au départ, je pensais juste prendre certains cours pour me réaligner, mais finalement, je suis tellement tombé en amour avec mon sujet, qui était de faire les soirs du verre soufflé artistique au Québec. Ça m'a amené à... C'est là que je dis que c'est des accidents de parcours, d'une certaine façon, mais... D'accord. Ouais. Une question un petit peu spécifique. On sait que la musique t'a beaucoup inspiré, notamment dans la section Ange. Et on nous a demandé quelle musique tu écoutais actuellement. Est-ce que la musique, c'est quelque chose qui t'entoure souvent ou... Mais à mon atelier, il y a toujours de la musique. Ah, ok. Puis le niveau de la musique, c'est que si je suis en train de travailler, puis j'entends une phrase, je vais la noter. Ah, cette phrase-là, je l'aime, ça me parle. Puis pour ça, ici, j'ai laissé des cahiers de notes pour les visiteurs, pour feuilleter, pour dire, mais j'ai tendance à faire des listes et des listes, mais ces listes-là, souvent, ça va être des phrases entendues ou ça va être des titres de chansons, parce que je me dis, oh, il me semble qu'il y a quelque chose d'inspirant dans ça. Mais en ce moment, ce que j'écoute... J'écoute quand même beaucoup, parce que ça, c'est varié, très varié, mais j'écoute beaucoup de musique française, francophone. Puis là, en ce moment, je suis en Catherine Durand, Marat Tremblay, un peu depuis longtemps, il y a Chloé Sainte-Marie qui amène une certaine poésie. Ouais. Alors, quand c'est en français, je vais vraiment accrocher sur des phrases, parce que ce que j'aime aussi dans l'anglais, comme je ne comprends pas tout, des fois, je donne un sens à une phrase qui n'est pas le bon sens, mais c'est pas grave, ça m'inspire. Alors, moi, j'y entends quelque chose, mais comme j'écoutais à une certaine époque beaucoup les grands succès de Sting, et il y avait la chanson « How Fragile We Are », puis j'aimais beaucoup cette chanson-là, puis c'est devenu le titre d'une pièce, parce que c'est pour parler de la fragilité du couple. Oui, comme quoi d'autres arts peuvent alimenter... Oui. Bien, il y a une sensibilité, des choses à dire, puis tu fais « Ah, moi aussi, j'aimerais dire ça », alors j'emprunte quelques mots discrètement. Ok, super. Donc, l'exposition Histoire entrelacée est prolongée jusqu'au 2 mars. Donc, on va pouvoir la découvrir encore quelques semaines. Mais quels sont vos projets à l'issue de cette exposition? Qu'est-ce qui vous attend, Carole? Bien... En ce moment, moi, je me prépare à travailler, de découvrir ces 4 thèmes-là. Ça a été une surprise. Pardon. Puis là, j'ai l'envie d'approfondir chacun des thèmes, maintenant que j'en suis plus consciente. Alors là, je vais commencer avec le thème des anges et travailler plusieurs mois sur cette thématique-là pour voir jusqu'où je peux aller. Et aussi, la réflexion, c'est, mais qu'est-ce qu'un ange en 2022? Comment ça se fait que l'ange est encore un symbole actuellement quand les gens ne vont plus à l'église, ne croient plus à rien? Alors pourquoi l'ange est toujours là? Avec, comme vous avez remarqué dans l'exposition, toutes les pièces sont sur socle. Le fait que je travaillais beaucoup avec des galeries, pardon, ça limitait un peu le volume, ça changeait ma façon de voir l'œuvre. Et là, je veux vraiment aller dans le plus grand, des œuvres de plus grande envergure. Donc, au mur, accroché, suspendu, installation, pour m'ouvrir, avoir de nouveaux défis artistiques, mais aussi voir comment ça va en se mettant des contraintes, ça nous oblige parfois à se dépasser. Quand tout est possible, on ne fait peut-être rien, mais là, moi, j'ai besoin de quelques petites contraintes pour avancer. Alors, une thématique, une idée de grandeur. Alors, c'est ça. Puis l'autre grand projet pour moi, c'est de réaménager mon atelier de travail pour l'avenir. Parce que comme artiste, c'est vraiment la seule façon. Il faut sa petite place, il faut se sentir bien. Alors, c'est pas mal ça, mes 2 projets futurs. Super. En tout cas, on a très hâte de découvrir ces plus grandes œuvres. Parce que c'est vrai qu'on vous connaît très bien dans des œuvres plutôt miniatures,
voilà, proche du souvenir, donc on a très hâte. Et Bruno, qu'est-ce qui vous attend? Ben, je suis très content d'entendre ça. Est-ce que c'est l'exposition qui t'a donné le goût de un peu la mise en exposition, c'est ça? C'était ces 4 thèmes-là. Au début, je pensais faire une œuvre pour chaque thème, pour aller avec l'exposition. Mais j'ai eu malheureusement des problèmes de santé qui ont un peu tout bloqué certains projets. Donc, ça a eu lieu. Mais là, maintenant que l'exposition est terminée, je me dis, pourquoi m'éparpiller? Pourquoi pas faire chaque œuvre, chaque thème, un à la fois, puis à chaque fois aller jusqu'au bout. Peu, ouais. Ah, ben c'est le fun. Ouais. Oui, ben merci. Je suis content d'entendre ça, que ça t'ait donné le goût de repartir la machine autrement. Là, oui, c'est ça. Mais dans mon cas, moi, pour la suite des choses, juste rapidement, je travaille sur un autre projet d'exposition pour le musée, sur le travail de Passillé-Sylvestre, les émailleurs d'art. C'est l'exposition qui va suivre l'exposition de Carole. Ça, c'est un très beau projet aussi. Puis ça m'emmène ailleurs. Le verre, je le comprends intimement. L'émail sur cuivre, les bijoux, entre autres. Là. Moi, je suis un homme, puis je suis pas très bijou. Là. Fait que ça m'emmène ailleurs. Fait que ça, c'est un projet qui est vraiment intéressant. Et sinon, un peu comme je mentionnais tout à l'heure, au niveau de ma pratique artistique, là, j'essaie de combiner la création avec justement, moi, ma remise en question, c'est au niveau du mode de production des objets. C'est-à-dire que là, j'essaie de développer en basant sur des technologies antiques, là, donc pré-industrielles. J'essaie d'être capable de construire des ateliers de verre soufflé à partir de matériaux simples, parce qu'il y a une exploration archéologique dans le sens que de servir de technologies anciennes, mais c'est aussi par rapport à justement des enjeux actuels. On s'est rendu compte qu'à la pandémie, par exemple, les matériaux pour les verriers ou les ateliers collectifs là, où on travaille habituellement se retrouvent fermés. Il commence à manquer de verre. Une sorte de retour un peu à l'essentiel. À l'essentiel, puis de dire, est-ce que je suis capable de souffler le verre, d'aller par exemple chez Canadian Tire, m'acheter des matériaux facilement disponibles pour être capable plutôt que d'avoir une très grande... Fait que c'est un peu un processus de retour en arrière. Puis voilà, fait que c'est mes 2 grands projets. En finissant mon doctorat, je m'étais dit en 2017, je retourne au verre soufflé. Je voulais mettre mon ordinateur aux poubelles, retrouver mon coffre d'outils. Mais là, malheureusement, j'ai des beaux projets de commissariat, des trucs comme ça qui m'ont empêché Mais mon désir, c'est au-delà. J'ai beaucoup de plaisir à travailler ici, puis j'espère avoir d'autres projets, mais j'aimerais ça, moi aussi, me retourner dans mon atelier. Personnel aussi. Un artisan, c'est nos mains. Il y a un moment qu'on a besoin d'y aller avec nos mains. Juste pour rebondir un peu sur cette idée-là de revenir aux sources du verre soufflé, il y a très longtemps, j'ai un ami qui m'avait dit, si jamais il y avait une guerre nucléaire, si jamais tout s'écroulait, les artisans, vous seriez les personnes les plus importantes. Parce qu'on a encore gardé les connaissances et on pourrait permettre d'une certaine façon... De faire des choses à partir de pas grand-chose, du minimum. Redémarrer je suis d'accord avec ça. La société. Alors, je trouve que l'artisan a une place très importante dans cette transmission de connaissances. C'est une mémoire collective. Je pense que des fois, on sous-estime l'importance du métier d'art de l'artisan. C'est tout à fait vrai. Oui. En tout cas, merci beaucoup, Carole, Bruno, pour cet entretien. Merci. Je vous retrouve donc très bientôt dans de futurs projets. D'accord, merci.